Donc alors, si j'ai bien compris, t'as encore décidé de pas faire de vidéo ce coup-ci? Je t'ai déjà expliqué que les comics de Noël m'avaient épuisé, et je fais une petite pause, c'est tout. Oui, enfin, on est quand même fin mars, hein, tu sais. On est plus en janvier? Bonjour et bienvenue dans le top des comics abandonnés. Alors on va commencer par faire une petite distinction. Un comics abandonné, c'est un comics qui n'a jamais été publié, rien que dalle, nada, que chi. Un comics annulé, à côté, c'est un comics dont on a commencé à publier quelque chose et dont on n'a pas été jusqu'au bout. Voilà, donc ici on va parler des comics abandonnés, on parlera sans doute des comics annulés à un autre moment. Il faut savoir que ce top est personnel et pas du tout exhaustif, surtout qu'il est toujours possible qu'il y en ait qui m'aient filé sous le nez. On ne parlera pas ici par exemple des comics Star Wars, parce qu'il y en a beaucoup trop et que je vais en reparler dans une autre vidéo, parce que ça risque de vous intéresser grandement, bande de petits galopins. Et aussi, donc du coup, je ne parlerai pas de Battle Chasers, qui, bien qu'étant le truc qui m'a donné l'envie et l'idée de faire ce top, eh bien normalement il est censé sortir dans des délais inconnus pour l'instant de la main de l'homme. Et donc c'est parti, on commence tout de suite avec le numéro 20. Numéro 20, Ultimate X-Men par Bryan Singer. Et oui, le réalisateur des films X-Men, Bryan Singer, aurait dû travailler sur la ligne de comics Ultimate X-Men, suite justement au succès des deux premiers films. On aurait donc retrouvé le réalisateur et les scénaristes de ces deux films, Dan Harris et Michael Dougherty, qui auraient dû écrire pendant un an la série Ultimate X-Men, avant de se remettre à écrire le film X-Men 3. La chose qui empêchait, c'est pas confirmé, mais c'est sans doute la même chose qui empêchait de faire le film X-Men 3, le fait d'être passé à la concurrence pour tourner Superman Returns. Et bien que le sieur Singer soit revenu réaliser des films X-Men, on n'a plus jamais entendu parler de comics X-Men scénarisés par lui et son équipe. Ce qui fait que du coup le seul comics qui a jamais été scénarisé par Singer, c'est le comics préquel de Superman Returns. C'est dommage. Numéro 19, Fantastic Four. Alors déjà un peu de contexte. En 2006, Panini lance, avec l'accord de Marvel Comics, la collection Marvel Transatlantique. L'idée c'est que des auteurs européens créent des histoires sur les super-héros de la Maison des Idées. La collection a donné naissance à 4 albums plus ou moins bons, à savoir Wolverine Saudade, Daredevil et Captain America Deuxième Mort, Spider-Man Le Secret du Verre et X-Campus L'Heure de Greenwich. Mais un 5e projet était prévu dès 2007, et son nom était, vous vous en doutez, Fantastic Four. Cet album aurait dû être écrit par Jean-David Morvan, qui a écrit entre autres Sillage, du Spirou et le Wolverine Saudade, et dessiné par José Luis Muniera, qui dessine à cette époque la série Spirou en collaboration avec Monsieur Morvan. Aucun détail de l'histoire ne nous est disponible, mais des dessins ont filtré, d'où l'on peut déduire que les 4 fantastiques auraient été transformés en gamins par une machine diabolique du docteur Fatalis. Fatalitas. Alors, soyons francs, on n'en sait pas plus sur le projet, mais il y a quelques petites choses qui font que celui-ci m'intéresse grandement. Premièrement, je dois avouer bien aimer les autres travaux du duo Morvan et Muniera, et notamment leur numéro de Spirou et Fantasio. Deuxièmement, quand je vois le succès que connaissent les versions infantiles des super-héros, comme les travaux de Scotty Young, les X-Babies de Chris Claremont et Art Adam, ou bien encore chez la concurrence les comics Little Gotham, je ne peux m'empêcher de penser que ce comics aurait pu très bien marcher. Enfin, je trouve les dessins qui nous sont parvenus particulièrement beaux, prometteurs et savoureux. Et certes, l'on ne sait rien de l'histoire, et peut-être que celle-ci aurait été très mauvaise. Mais au vu de ce que l'on sait, je ne peux que regretter que ce comics soit mort-né. C'est quoi ce truc encore? Ça, c'est le prof qui l'a installé il y a un petit moment en fait. Ça détecte les phrases que tu peux dire et qui peuvent supposément choquer les gens. Il est placé où ce petit dispositif? Juste comme ça, mais bien sûr, il a été installé juste... Maintenant passons au numéro suivant. Numéro 18, un crossover Star Trek Deep Space Nine et Doctor Who.
Pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu en effet un premier crossover entre les séries Star Trek et Doctor Who chez IDW il y a quelques temps. Et si je vous dis qu'il avait failli y en avoir un deuxième? En effet, l'auteur Tony Lee, qui avait déjà travaillé sur 4 des 8 numéros du premier crossover, avait écrit tout un projet de suite, avec le Docteur, cette fois accompagné de Clara Oswald, qui s'associerait à une autre époque de Star Trek, cette fois-ci l'équipe de la série Deep Space Nine. Et comme la première fois, on aurait eu une alliance d'ennemis des deux univers qui se ressemblent beaucoup. Ici on parle de l'alliance de deux races brutales et guerrières, les Sontarans, des guerriers clonés en batterie, et les Jim Hadar, les soldats les plus brutaux du Dominion. On peut retrouver sur internet un gros traitement de ce qu'auraient été les 8 numéros de la part de Tony Lee. Mais rien de plus, car c'est à ce moment-là que les droits de Doctor Who ont été récupérés par Titan Comics, et c'est bien dommage, j'avoue. J'aurais bien aimé voir ce crossover. Numéro 17, X-Men Life Death 3. Je ne sais pas si vous connaissez les arcs Life Death des X-Men, qui sont des histoires consacrées à Tornade, parues respectivement dans Uncanny X-Men 186 et Uncanny X-Men 198. Ce sont de très bonnes histoires et pratiquement essentielles pour le personnage de Tornade. Eh bien, nous aurions pu avoir un troisième numéro de ce genre. En effet, le dessinateur Barry Windsor Smith a envie d'un dernier numéro pour commencer à reconstruire Tornade après tout ce qu'elle a enduré ces derniers temps. Seulement, le scénariste Chris Claremont ne peut pas participer, il n'a pas le temps. Il s'occupe du premier gros crossover mutant, Mutant Massacre, et il tente de faire la même chose avec des personnages de Marvel UK. Bref, il est occupé le bonhomme. Ça tombe plutôt bien pour le projet puisqu'on a à ce moment-là besoin d'un fill-in. Barry Windsor Smith commence alors à préparer le projet avec Tornade de retour en Afrique, seulement Barry Windsor Smith est accidenté, ce qui lui permet pendant sa convalescence de faire passer le projet d'un simple numéro à un peu plus un graphic novel, passant de 27 pages à 48 pages. Mais Marvel refuse finalement l'histoire à cause des sujets touchés, du suicide et de la famine. Ce qui est difficilement compréhensible vu que les deux sujets sont déjà présents dans les deux autres Life Death. Finalement, cette histoire est sortie quand même en 1999, mais sans le personnage de Tornade, mais le personnage d'Adrasta, qui est un personnage en créateur own de Barry Windsor Smith, dans la série Barry Windsor Smith Storyteller. Cette série fait donc finalement partie de la série des Young Gods de Barry Windsor Smith, elle aussi inachevée, mais là c'est une autre histoire. Numéro 16, Daredevil après Born Again. Bon, c'est un cas un peu particulier puisqu'on va parler de deux comics différents sur le même personnage sur une période de temps très très courte. Du coup, il est difficile de parler de l'une sans parler de l'autre. Explication. Nous sommes en 1986 et Frank Miller revient sur la série qu'il a grandement popularisée, Daredevil. Et il vient de finir la superbe saga Born Again qui marquera le personnage à tout jamais. Seulement, après avoir fini son arc au numéro 233, le petit Frankie se dit que ça lui plairait pas mal de refaire un petit arc. Et si en plus on peut amener son poteau Walter Simonson, ce serait nickel. L'histoire aurait dû être parfaitement dans le ton joyeux des autres travaux de Miller sur le Cornu Rouge, vu qu'on était censé parler de pédophilie. Je t'avais pas fini, toi? On aurait dû retrouver le duo dans les numéros 235 et 236. Mais les éditeurs voulaient vraiment pousser les nouveaux auteurs réguliers sur le titre à venir pour l'été, là où les ventes de comics étaient les plus fortes. Frankie, qui avait écrit la partie 1, a arrêté et elle n'a jamais été dessinée. De ce que l'on sait, le Doctor Strange aurait dû participer et l'histoire aurait dû s'appeler The Devil's Own. Dans le Marvelage 44 de novembre 1986, l'éditeur Ralph Macchio dit que cette histoire était désormais devenue un seul numéro, mais plus aucune nouvelle depuis. Mais du coup, qui va reprendre Daredevil? Pour quelle équipe créative ce comics a-t-il été annulé? L'on a le droit à quelques numéros de remplissage, dont un notable, le numéro 236, écrit par l'éditrice Anne Nocenti et dessiné par le sublimissimesque Barry Windsor Smith. Avec une couverture de Walter Simonson, qui signe là sa seule illustration officielle de Daredevil. Mais le scénariste, qui était censé reprendre définitivement ensuite le personnage, c'est censé être Steve Englehart. Sauf que... non. Pourquoi? Parce que l'ami Steve Wu, il voulait faire déménager Daredevil et sa compagne de l'époque, Black Widow. Oui, Black Widow a été en couple avec Daredevil pendant un bon petit moment. Désolé de ruiner vos fanfictions, les gens. Ou de vous donner de nouvelles idées. Seulement, Englehart, il a un projet pour Daredevil. L'emmener à San Francisco, ou plutôt le ramener à San Francisco, où le Cornu Rouge a déjà passé du temps, et le faire rejoindre les Avengers de la côte ouest, une autre de ses séries.
Ce qui, au vu de ce que dit Rétrophile, ne lui aurait sans doute pas plu. Ou alors ça aurait bonifié la série en fait, j'en sais rien. Non mais te fatigue pas, on peut pas remonter le niveau des Vengeurs de la Côte Ouest. Comment ça marche ce scénario, je comprends rien. Bref, cela ne se fera pas à cause des événements du numéro 236 d'Ann Nocenti, qui change la relation entre Daredevil et Black Widow. L'ami Steve Wu, qui a déjà travaillé comme un dingue à faire marcher son histoire avec l'espionne, vient voir les éditeurs pour faire changer ce numéro 236. Mais Ann Nocenti étant une éditrice, c'est à Engelhardt de changer ses plans. Steve n'est pas d'accord, n'écrit que le numéro 237 sous le pseudonyme de John Harkness et s'en va. C'est donc ainsi que dès le numéro 238, Ann Nocenti se retrouve finalement à créer son run sur Daredevil, qui sera d'une très grande qualité. Voilà, c'était plus l'histoire sur Daredevil de Miller et Simonson qui m'attirait, mais comme je l'ai déjà dit, il est très difficile de parler de l'une sans parler de l'autre. Donc voilà, au moins c'est fait. Puis bon, vous avez eu 2 comics pour le prix d'un, quoi. Je veux dire, c'est une bonne affaire, non? Numéro 15, une mini-série centrée sur le personnage de Phoenix. Vers le milieu des années 80, Chris Claremont, célèbre scénariste des X-Men, et Rick Leonardi, qui a dessiné les débuts de Spider-Man 2099 et pas mal de X-Men aussi, tentent de créer une mini-série sur Rachel Summers, alias Phoenix, sortie de l'histoire Days of Future Past. Oui, Days of Future Past version comics est une œuvre bien différente de la version film en ce qui concerne les personnages impliqués, il faut l'avouer. L'histoire aurait dû présenter le personnage de Phoenix, redécouvrir son passé, et explorer un peu plus la vision du futur développée dans Days of Future Past. On aurait dû exploiter la relation qu'elle partageait avec le Franklin Richards du futur, le fils de Reed Richards et Sue Storm, ainsi que retrouver d'autres personnages tels Spiral ou encore les gosses du Power Pack, que l'on a renommé en français Puissance 4. Oui, en France, on appelait un groupe de super-héros du même nom qu'un jeu de société. Et non, ils auraient même pas honte. Bref, le projet avancé, on annonce la série plusieurs fois, et puis on repousse la sortie, pour la sortir en 1987, et puis plus rien. D'après certaines sources, l'histoire a été annulée, parce que l'histoire temporelle commençait à être le bordel, et que ça faisait mal à la tête. Enfin, bon, moi je croyais que les histoires temporelles compliquées c'était l'apanage des X-Men, mais bon. Apparemment, seule une partie du premier numéro aurait été dessinée, et puis c'est à peu près tout. Alors oui, Claremont réutilisera plusieurs fois le personnage de Phoenix, que ce soit dans ce run sur Excalibur ou encore sur X-Men True Friends, mais bon, avouons-le, c'est pas ce qui était promis et ne le sera sans doute jamais. Et encore une histoire prometteuse qui tombe à l'eau avec un dessinateur clairement pas manchot. J'aurais bien voulu lire cette histoire. Numéro 14, Wolverine The Last Story. Oui, on va encore parler de X-Men, et non, on va pas parler de la mort de Wolverine, ni de Old Man Logan. D'ailleurs, à l'époque où on va parler, Old Man Logan n'existe même pas. C'est au début des années 2000 que le scénariste Joe Harris et le dessinateur Enrique Breccia décident de créer un graphic novel de 64 pages nous racontant la dernière histoire de Wolverine. L'histoire aurait dû nous présenter un Wolverine perdu, isolé et seul après une guerre entre les humains et les mutants qui aurait tué la plupart des mutants et aurait vu le monde changer. Le Japon serait retourné dans un système néo-féodal avec le retour des samouraïs et tout ça. Et bien sûr, Wolverine se retrouve au Japon parce que, soyons francs, c'est carrément sa maison de campagne maintenant. Hein. Seulement un vieux Nick Fury, dans un hélicarrier à bout de souffle, aurait dû le trouver et l'amener dans une dernière mission pour venger ses amis et foutre la misère aux responsables. Et si on remplace le Japon par les États-Unis, Nick Fury par Hawkeye et l'hélicarrier par le Spider-Buggy, c'est clair qu'on perd vachement, eh bien, ça a quand même un sacré goût d'Old Man Logan avant l'heure. Seulement, les responsables éditoriaux de Marvel ont refusé, et tout ce qui nous reste, c'est ce pitch et 12 pages de prélude absolument magnifique qui aurait dû sortir dans un numéro annuel de la série Bishop, The Last Man, qui a été lui aussi annulé. Et quand on sait qu'à la place on a eu Wolverine The End, eh bien, on peut pas s'empêcher de trouver ça fade. Déjà qu'à la base, je trouvais ça déjà pas très épicé. Numéro 13, Batman Kingdom of the Mad. C'est en 2008 que Gerard Way, du groupe My Chemical Romance, reçoit un Eisner Award pour sa série de comic book The Umbrella Academy. Une très bonne lecture d'ailleurs, que je recommande. Et c'est lors de la cérémonie de remise de prix que Gerard Way annonce ce projet, Batman Kingdom of the Mad, chez Vertigo. Oui, du Batman chez Vertigo. Oui, la filiale de DC Comics réservée aux projets beaucoup plus complexes et matures. Je suis toujours partant.
L'histoire aurait dû se dérouler à l'époque victorienne avec des idées plutôt casse-gueule quand on y pense. Un Batman avec des pouvoirs extrasensoriels lui permettant de voir dans le futur, qui peut se transformer littéralement en chauve-souris et qui bouffe des rats. Un Joker de 19 ans qui est plus jeune que le Robin de l'histoire. Non, soyons francs, ça sort tellement du canon habituel de la chauve-souris qu'on dirait plus une histoire parlant du spectre, l'esprit vengeur chez DC. Mais pourtant, au vu des quelques visuels qu'on en a eu, il y a du très bon là-dedans. Bon, déjà, les dessins sont super beaux. Mais certaines interprétations des vilains sont superbes. Mélanger le Riddler et la question, c'est génial comme idée. Et que dire de ce pingouin qui semble avoir plusieurs facettes comme juge ou maire et qui a un faciès énormissime. C'est génial. De plus, Gerard Way s'est révélé être un très bon auteur de comics et a déjà réussi à faire fonctionner des concepts super étranges dans d'autres séries, comme par exemple un enfant à la super force qui retrouve son esprit piégé dans le corps d'un gorille martien qui peut survivre dans l'espace avec un jetpack. Ouais, moi je dis qu'après ça, tu peux faire Batman qui bouffe des rats en regardant dans le futur quand même. Bon, le petit problème... C'est pas Vertigo le petit problème, hein. Vertigo il veut bien faire l'histoire. Gerard Way il veut bien faire l'histoire aussi. Seulement Gerard Way il trouve pas le temps avec tous ses autres projets. Et ceci me frustre absolument. Numéro 12. Les projets All-Star de DC. Oui je sais c'est de la triche, il y a plusieurs projets, mais de 1 c'est mon top, et de 2 oui je triche comme un gros porc et j'assume. La ligne All-Star de DC Comics c'était la réponse de DC à la ligne Ultimate chez Marvel. L'idée était de présenter des versions des personnages pour le 21e siècle, adaptées à l'époque du coup, et donc leur donner des nouvelles origines, tout ça. On a eu le droit à All-Star Batman et Robin, The Boy Wonder, série très discutable et toujours pas terminée, et All-Star Superman, qui est un chef-d'œuvre. Mais 2 autres œuvres auraient dû naître aussi sous ce label. 2 œuvres avec des héroïnes en plus. All-Star Batgirl et All-Star Wonder Woman. C'est en 2006 à la Toronto Comic Book Expo que Geoff Johns, scénariste très connu de DC, et J.J. Jones, qui a travaillé sur Wanted de Millar ou encore Final Crisis, annoncent le projet d'All-Star Batgirl. L'histoire se passe dans une continuité différente des autres titres et aurait présenté un mystère avec Batgirl et l'asile d'Arkham, avec comme projet de référence Batman Allant Halloween ou encore Justice League New Frontier. Malheureusement, le projet ne verra jamais le jour. Sur une série de questions sur Reddit en 2014, Geoff Johns a répondu que J.J. Jones était trop occupé par Final Crisis sur le moment, et qu'il a repris depuis certains éléments, comme sa propre version d'Harvey Bullock dans ses Batman Earth One. Geoff Johns a aussi annoncé avoir le script entier du premier épisode sur son ordinateur, mais il ne vous le prêtera pas. C'est lui qui a créé l'Arfleeze, je vous rappelle. Quant à All-Star Wonder Woman, le projet a été annoncé à la Comic Con de San Diego, en 2006 aussi, avec Adam Hughes au scénario et au dessin. Si vous ne connaissez pas Adam Hughes, disons qu'il est connu pour 2 choses, son trait très réaliste et le fait de savoir dessiner les pin-up, ce qu'il fait pour des tonnes de magazines en tout genre. L'histoire aurait dû tourner autour des origines de Wonder Woman et en tirer une version très iconique. En 2010, l'histoire est annoncée au frigo. Puis en octobre de la même année, Hughes explique qu'après le numéro 82 et la fin de la série Catwoman, il va pouvoir s'attaquer aux 6 numéros d'All-Star Wonder Woman. Depuis, plus rien. Enfin, plus rien jusqu'à une interview de l'artiste sur Comic Book Resources en 2012, où elle explique que le retard initial était dû au fait de tous les autres contrats pour faire des illustrations ou des couvertures qu'il avait acceptées. Avec une très bonne excuse, cela dit, je vous le cite. Je devais travailler dessus, mais j'ai été distrait par des contrats d'illustration, des couvertures, ce genre de choses. Parce que cela paye mieux. Je suis vraiment lent et faire des pages intérieures ne paie vraiment qu'une fois après avoir fait un certain nombre de pages. Ce qui ne marche pas pour payer des factures. Surtout quand on essaye d'acheter sa première maison et que ta femme a une maladie qui te demande beaucoup d'argent pour la soigner. Avec le temps qui passait, le projet a été mis au placard. Ce qui est plus surprenant, c'est que l'on découvre dans cette même interview que ce n'est pas le premier projet All-Star sur lequel aurait dû travailler l'artiste, puisque lui et Geoff Johns auraient dû travailler ensemble sur la première mouture de All-Star Batman et Robin, avant que Frank Miller et Jim Lee n'arrivent sur le projet. Mais c'est fou, les 2 artistes sont là depuis le début de la ligne et ils ont jamais réussi à sortir un seul numéro sous cette ligne. Je veux dire, à ce niveau-là, c'est plus de la déveine, c'est le destin qui leur chie dessus en spray. Merde. En plus, on aurait peut-être pu enfin voir la fin de All-Star Batman et Robin, créant ainsi une timeline temporelle différente de la nôtre, conduisant à la destruction totale de l'univers. Merci Emmett Brown. Numéro 11, la Doom Patrol. La Doom Patrol est une équipe de super-héros créée en 1963.
quelques mois avant la sortie du premier numéro des X-Men. Et pourtant, les deux concepts se ressemblent vraiment beaucoup. On parle quand même à chaque fois d'une équipe d'inadaptés qui vont sauver le monde, menée par leur professeur en fauteuil roulant. En français, la comparaison était encore plus flagrante et facile, puisqu'ils avaient été traduits sous le nom de Patrouille Z. X-Men, Patrouille Z... Vous voyez comment on peut faire facilement le rapprochement. Enfin, ils ont aussi été traduits à un moment en tant que Patrouille du Destin. Oui, parce que Doom, en fait, ça veut dire ruine, perte, alors forcément on traduit en destin. Ah non, mais on est fort en traduction chez nous. C'est une équipe qui n'est pas souvent mise en valeur chez DC, et qui a failli connaître 2 itérations dernièrement qui m'auraient pas mal plu. La première aurait dû être écrite par Scott Lobdell, qui est pas mauvais quand il ne doit pas écrire du Teen Titans, et dessinée par Ilias Kiriazis, qui a œuvré sur Secret Identities et actuellement sur Dirk Gently. L'histoire, on n'en sait pas grand chose, à part que ça aurait considéré à sauver le monde de menaces apocalyptiques situées dans l'univers d'ici d'avant les New 52. Du coup, forcément, vu qu'on ne la connaît pas, ce n'est pas l'histoire qui m'intéresse dans cette version. Vous vous en doutez bien. Ou alors je suis psychique. Non, ce qui m'intéresse ce coup-ci, c'est bel et bien le casting. Comme la majorité des membres originaux se sont fait tuer au fil du temps parce que tout le monde se fichait de la Doom Patrol à cette époque-là, bah il ne reste plus que Beast Boy, ou Changelin, qui porte Roboboy, un autre ancien membre en pendentif, parce que j'en sais pas plus, moi aussi je suis perdu là-dessus. Il y aurait aussi eu dans l'équipe un jeune Zatara, Platinum des Metal Men, Bizarro qui se prend pour un super-héros et confond donc ses identités secrètes, Madame 44 qui se balade dans le temps, et la fille de Swamp Thing, Sprout. Oui, alors non, le premier qui fait une remarque sur son nom à base de pipi caca, non, là ça va pas être possible, ok? Et puis, avouez que quand même, pour une équipe qui consiste à avoir des inadaptés sociaux et à être pratiquement synonyme d'étrange, on a là un casting super alléchant. Et j'ai très envie de la voir en action, cette équipe. La deuxième série était censée sortir pendant les New 52, à l'occasion des 50 ans de la série. Car oui, si les X-Men fêtaient leurs 50 ans avec Battle of the Atom, la Doom Patrol ne fêta que dalle. Et pourtant, il y avait un projet scénarisé par Jeff Lemire et dessiné par Travel Foreman, autant dire que c'était pas du petit projet. Dès la fin d'Animal Man, Monsieur Foreman va tenter de pousser l'idée chez DC, mais rien à faire, le projet ne passa pas. Et pourtant, il a une histoire pas dégueu ce projet, on parle de catastrophe sur Mars, de mission de secours, d'un seul survivant qui serait un robot doté de conscience. C'était pas dégueu, et même les graphismes avaient l'air super sympas. Mais bon, il faut s'y faire puisque DC a préféré réaliser une version vraiment pas terrible de la Doom Patrol ces derniers temps avec un chef pratiquement maléfique. Donc on peut dire que c'est plus ou moins râpé. Comme tous les autres comics de Stop d'ailleurs. Bon, je vous propose de faire ici une petite pause, on est à mi-chemin du top, vous pouvez voir la suite en cliquant ici. En attendant, je sais pas moi, allez faire du café, buvez un coup, allez respirer un coup à la fenêtre, je sais pas, dévoiler votre flamme à quelqu'un, créer des projets de dingue, lisez un bouquin, allez aux chiottes, j'en sais rien. Et après vous pouvez revenir.